Alors, je pense qu'on a été gratifié de 4 interventions extrêmement passionnantes. On va ouvrir maintenant la page des questions et des discussions. Vu que j'ai un peu parlé au début, je vais peut-être commencer par laisser la parole à la salle. Sinon, moi, j'ai plein de questions. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses à dire, je crois, sur ces interventions. Sinon, moi, il y a quelque chose que j'ai très... Ah, Cédric, je laisse la parole à Cédric. Bon, merci beaucoup d'abord aux quatre intervenants pour ces communications passionnantes et qui s'imbriquaient vraiment très très bien les unes avec les autres. Je voudrais revenir sur un point qui a été abordé notamment par Viviane et auquel Claude a également fait référence en passant. C'est la question de la légitimité concurrentielle ou des concurrences de légitimité entre les concernés d'un côté et les savants, le monde académique. On est confronté de plus en plus à cette question dès lors que on aborde des enjeux qui traitent immédiatement de situations de subordination dans le champ social, dans le champ politique, dans le champ y compris épistémique. Et de plus en plus, on est confronté à ça, à dire mais de quel droit vous autres, et Lionel Larrey y a fait référence également, alors que vous n'appartenez pas, mettons, au peuple amérindien, vous venez nous parler du haut de votre chaire universitaire de ce qui nous concerne et de ce dont finalement on est des experts puisque ça nous concerne en premier chef. Et la difficulté qui se pose, c'est celui de savoir est-ce qu'il y a une légitimité spécifique au discours. Alors, légitimité ici, j'entends pas une légitimité morale. Hein, je pense en termes de légitimité épistémique à la parole des concernés, qui exclurait par conséquent la possibilité de mettre sur un même plan épistémique finalement le discours des concernés et le discours des sachants, savants, savantes, etc. Qui veut répondre à la question de Cédric Brun? Qui veut commencer? Oui, alors j'aurais presque envie de répondre en commençant par une provocation, mais qui a les limites de la provocation. C'est-à-dire qu'au fond, un psychologue n'a pas besoin d'avoir le cancer pour pouvoir parler du cancer et éventuellement même soigner des cancers. Donc ici, la question que moi je me pose sur ce problème spécifique, qui est un problème assez compliqué, c'est de ne pas constituer dans une forme de dualisme irréconciliable ce qui peut être un type de connaissance produit par un point de vue engagé, et je pense d'ailleurs de ce point de vue-là qu'il y a toute une histoire, ce qu'on appelait d'ailleurs à l'époque dans les années 60, un certain populisme des intellectuels, qui était lié au fait qu'ils étaient à la fois engagés, académiques et en dehors des circuits académiques. Je pense notamment à l'auteur de La classe ouvrière en Angleterre, qui a été l'initiateur de tout un courant, épistémologique de ce point de vue-là. Donc je pense qu'on a affaire à des modalités d'expérience qui sont extrêmement complexes et qui n'excluent pas des discours différents avec des points de vue différents. Donc la question, c'est que d'un point de vue, me semble-t-il, du point de vue de la médiatisation de ces difficultés, on a tendance à opposer de part et d'autre, et à radicaliser ce qui pourrait être pensé comme des distinctions opératoires et non pas comme des oppositions irréconciliables. Je pense que les Amérindiens qui parlent de leur expérience, sont probablement des choses à nous apprendre, et que si parmi eux des Amérindiens deviennent des savants, ils ont aussi des choses à nous apprendre, mais je pense que ça ne peut pas exclure ce que pourrait nous apporter l'extériorité contre
contrôlée d'un regard sur ces éléments. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire peut-être essayer de penser non pas l'opposition de façon irréconciliable à la manière d'un dualisme, mais plutôt de penser des distinctions qui réfractent la complexité et la multivocité, si je puis dire, des expériences qu'on décrit et qu'on implique. Pour poursuivre, peut-être on peut aussi revenir sur les conditions concrètes de production des connaissances. Toujours dans cette idée de pluralisme, on peut prendre quelques exemples qui montrent que finalement, c'est moins une opposition effectivement que le fait qu'il va y avoir des limites à un savoir produit par tel ou tel et que ça peut être complété par l'articulation dont tu parlais en citant Donna Haraway. Par exemple, si demain je souhaitais enquêter sur les masculinistes, je crois que c'est plus opérationnel d'avoir un homme dans une équipe de recherche qui peut aller interroger d'autres hommes sur ce thème pour des raisons qui vont paraître relativement évidentes, de protection de l'enquêtrice par exemple, mais aussi des données obtenues. Bon, on sait que quand on travaille sur certains sujets, ça peut être bien d'avoir un enquêteur homme, une enquêtrice de ce point de vue-là. Alors je pense aussi à une expérience que j'ai eue de recherche qui visait l'action en tant que chargée de mission égalité, d'enquêter sur le vécu d'étudiants trans, et où effectivement, là, j'avais eu à cœur que l'enquête puisse être menée par une personne concernée, parce que pour ma part, je touche à des limites et que je peux poser des questions mal formulées lors de l'enquête. Donc pour moi, en fait, la réflexion sur la manière de comment on enquête, comment il peut y avoir des points de vue croisés, et ça pose la question aussi, à mon sens, des collectifs de recherche. C'est-à-dire que souvent, on l'envisage aussi de point de vue un peu alors, soit on va penser au collectif hors université, soit on peut penser au fait que on nous enjoint d'entrer dans des projets, donc de faire des collaborations qu'on peut vivre parfois comme des contraintes purement de forme. Mais en réalité, si on pense aussi la recherche de manière collective, c'est là qu'on voit que les limites de nos points de vue situés respectifs peuvent être justement compensées par ce collectif. Est-ce que vous voulez rajouter Oui, Rémi Castex. Très rapidement. Oui, quant à ta question, Cédric, moi je vois pas forcément de contradiction fondamentale entre la posture du chercheur et justement les militants sur lesquels il va travailler, dont il va tenter d'interpréter la subjectivité. Bon, j'ai pas eu le temps de suivre la prise de notes, mais je souhaitais dire que les idéologies, c'est des téléologie pratique, c'est-à-dire que voilà, on est dans un contexte, dans les tensions socio-psychologiques, des problèmes qui génèrent des stress chez des individus, et l'utilité et la force de l'idéologie, ça va être d'interpréter le monde, l'environnement à partir d'une fin, et cette fin, c'est celle qui est génératrice de la tension socio-psychologique. Si on prend les Amérindiens ou moi les Ouïghours, c'est la colonisation qui est insupportable, qui génère une disparition de leur culture, des inégalités sociales qui s'articulent le long de lignes ethniques, etc., etc. Et donc bien évidemment que ces militants, puisque le propre de l'idéologie aussi, c'est de construire sa légitimité en s'appuyant sur le discours scientifique. C'est la différence avec la religion, c'est-à-dire ce qui fait la légitimité de l'idéologie, ça va être de s'appuyer sur la science, en distordant ou pas le discours scientifique, mais il y a une volonté d'instrumentaliser le discours scientifique pour construire sa légitimité. C'est un petit peu la différence avec la religion. Voilà. L'homme politique, il va passer son temps à citer des chiffres, des économistes, etc., des sociologues, pour justifier sa thèse. Donc, en quelque sorte, il y a des moments de convergence, selon moi, c'est-à-dire quand le discours du scientifique va dans le sens de la cause du militant, et par essence, il y aura forcément des moments où, dans notre démarche, on va donner des analyses, des vraies analyses qui ne vont pas dans le sens du militant. Mais moi, ça me pose aucun problème. Voilà, la question, c'est d'être capable de maintenir cette empathie, ce lien, cette capacité d'écoute, pour, comme le disaient mes collègues, avoir la capacité de continuer à s'immerger dans la subjectivité de ces acteurs dont on est les interprètes. Et nous, c'est notre fonction sociale de continuer à porter aussi un regard sur cette subjectivité, quoi. Vous voulez dire un mot, Gilles Magnon ? Non.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question. Donc sur l'historicité du paradigme de la neutralité, donc effectivement c'est quelque chose qui naît dans un contexte spécifique et qui est lié à un univers donc de valeurs. Que fait-on du paradigme de la réfutabilité des Popper par rapport à tout ça? C'est-à-dire, on a un autre paradigme dans des productions de savoir qui se fonde donc sur tout ce qui est scientifique est réfutable. Tout ce qui n'est pas scientifique, tout ce qui n'est pas réfutable n'est pas scientifique. Par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire par rapport donc à l'historicité, donc à la relativité du paradigme de la neutralité, que fait-on de cet autre paradigme de production de savoir? Je vous passe D'abord, peut-être, je pense qu'il faut rappeler que l'application de ce paradigme de la réfutabilité est extrêmement problématique. C'est-à-dire que déjà, quand on lit les textes de Popper, la définition de la réfutabilité est une définition qui n'est pas du tout celle qu'on a mobilisée pour dire les sciences humaines ne sont pas des sciences parce qu'on ne peut pas réfuter. Comment ? Oui. Donc, je pense que dans le cas des sciences humaines et sociales, l'usage de ce paradigme me paraît inadéquat. Il est idéologique. Et on peut un peu l'histoire récente sur les 50 dernières années, de la manière dont on a pu mobiliser des arguments pour disqualifier la positivité des connaissances produites dans le domaine des sciences humaines. Cette lecture relativement sommaire de Popper a été un argument tout à fait intéressant, tout à fait utile. En tout cas, on a là une forme d'instrumentalisation d'un propos qui demande à être appliqué avec énormément de prudence, y compris dans le domaine des sciences expérimentales. Donc, je dirais que sur ce point, je ne pense pas que la question de la réfutabilité ait à voir avec la question de la neutralité. Et d'autant plus que, me semble-t-il, la question de la neutralité, elle renvoie à quelque chose qui qualifie une attitude de connaissance. La question de la réfutabilité, elle porte précisément sur la manière dont on peut analyser les résultats de la connaissance. Est-ce que c'est réfutable ou non réfutable? À supposer qu'on accepte effectivement le fait que ce critère de réfutabilité soit exploitable dans le domaine des sciences humaines. Et ce que je ne crois pas. Je voulais intervenir sur ce point aussi parce que je pense que même si on admettait, faisons l'hypothèse que la réfutabilité, ça fonctionne à la fois, ça marche comme critère de scientificité à la fois pour les sciences de la nature et pour les sciences humaines. Ça n'enlève rien à la thèse de Chapin, qui est qu'en fait, pour que la réfutabilité marche, il faut que toutes les conditions de valeur de la conversation scientifique se soient appliquées au préalable. C'est-à-dire qu'en fait, pour le travail scientifique, quel qu'il soit, on a besoin de garantir la bonne foi de celui qui s'exprime, la bonne foi de l'expérimentateur, la bonne foi de l'éditeur et du reviewer qui va valider, et des pairs qui vont valider les savoirs avant de les publier, etc. C'est-à-dire que ces valeurs-là, de la conversation de gentlemen de la Royal Society de la fin du XVIIe siècle, pour aller très vite, c'est Robert Boyle, c'est tous ces gens-là, c'est Newton bien entendu. Elle est la condition de possibilité du discours scientifique. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a une résonance très très forte en fait de tout ce qu'on est en train de discuter sur ces 2 jours et des questions, par exemple, d'intégrité scientifique et des questions de reproductibilité des résultats dans les domaines scientifiques des sciences de la nature. C'est typiquement parce que ce sont ces valeurs de la conversation scientifique qui sont mises en question sur le fond. Et je pense que moi, j'ai bien aimé le fait que tous les 4, finalement, vous militiez pour un pluralisme possible. Après, je m'interroge quand même sur les conditions de possibilité de ce pluralisme. C'est-à-dire,
quelles sont les conditions là aussi épistémiques et en termes de valeur pour qu'on puisse articuler ces différents points de vue. Parce que je suis bien d'accord avec vous, c'est super de pouvoir dire que les concernés peuvent apporter un savoir, les patients de cancer par exemple, qui souffrent de cancer, peuvent tout à fait contribuer à la compréhension du cancer, pas sur le même plan ou pas exactement de la même manière que l'oncologue, mais qu'ils y contribuent me paraît nécessaire, normal et sans doute souhaitable. La question c'est comment est-ce qu'on les articule, à quelles conditions épistémiques et à quelles conditions éventuellement axiologiques on permet cette articulation. Je vais dire deux ou trois choses. La première chose que je voudrais dire, c'est que effectivement, enfin, tout à l'heure, quand je parlais d'une possibilité d'articuler des savoirs, je pense à ce qui se passe précisément, par exemple, dans le domaine des maladies chroniques. Ce qui est intéressant quand on s'intéresse un peu à l'histoire de ces maladies chroniques, c'est qu'elles ont développé à la fois des structures collectives de constitution et de co-construction d'un savoir pratique qui permet aux malades chroniques de s'approprier une certaine réalité scientifique de la maladie pour pouvoir intervenir et évidemment pour précisément rester en aussi bonne santé que possible. Je prends un autre cas qui est totalement différent, mais qui montre aussi, là pour le coup, comment l'articulation entre le politique et l'épistémologique peut jouer favorablement. Quand on reprend un peu l'histoire du sida, et quand on reprend un peu la manière dont les mobilisations ont pu servir de structuration d'une parole collective et de la constitution d'un rapport de force pour aller dans certains sens. Enfin, je veux dire, l'histoire de la trithérapie, c'est extrêmement intéressant à regarder de près de ce point de vue-là, parce qu'on voit bien comment, là, pour le coup, des formes de mobilisation qui ont construit leur légitimité sur une certaine connaissance de la maladie, que refusaient les laboratoires ou certaines institutions médicales, et qui ont réussi à infléchir ou à orienter la recherche. Ça me paraît être un exemple tout à fait remarquable, là aussi, de conciliation positive, entre guillemets, parce que ça s'est fait dans un rapport conflictuel. Bon, on va pas reprendre les étapes de cette histoire sombre, mais voilà. Donc, je pense qu'on a, et je prétends pas généraliser à ce niveau-là, mais en tout cas, on a des types de connaissances ou de co-construction qui peuvent être l'occasion d'une véritable production scientifique. Ce qui veut simplement dire par là qu'il faut qu'on essaye de penser. Alors moi, j'ai pas de solution toute faite. Quand je revendique le pluralisme, pour moi, c'est un état d'esprit, c'est un horizon de sens. C'est-à-dire que je veux absolument pas me situer dans ces débats stériles, violents, politiques, idéologiques, pour reprendre une formule qui a été employée, auquel on a assisté dans les années 2020, depuis la 2021, etc. Parce que c'est stérile ou c'est simplement politique. Mais du point de vue de la connaissance, on doit pouvoir agencer autrement ces différentes expériences et leur manière de les décrire. Je peux pas. Oui, je passe la parole à Monsieur Beau. Oui, bonjour, je suis arrivé un peu en retard. Juste deux questions, de remarques d'abord sur ce qu'a dit Claude Gauthier, que j'ai trouvé fort intéressant, même si je suis pas entièrement d'accord. Sur le livre de Chapine, j'ai pas lu. Mais si sa démonstration, c'est de dire que la neutralité axiologique, elle s'explique par les conditions sociales de la conversation mondaine en Angleterre, reste un problème, c'est que la neutralité axiologique, c'est Weber, et donc à ce moment-là, il faut expliquer Weber à partir du contexte allemand. Et donc, pour moi, ça explique peut-être ce qui se passe en Angleterre, mais si son livre porte principalement sur l'Angleterre, ça résout pas le vrai problème qui est celui de Weber, qui est évidemment l'inventeur de la notion qu'il a vraiment théorisé très bien d'ailleurs, et comme vous l'avez dit, c'est un horizon de sens. Il n'a jamais dit c'est un devoir que le chercheur ou l'universitaire doit se fixer. C'est un devoir. Ouais. Et il n'a jamais dit que c'était une norme, c'est un devoir. Et il n'est pas certain qu'il puisse effectuer ce devoir. La deuxième remarque, c'est sur toute cette discussion, je découvre ça parce que je ne suis pas dans les sciences sociales, mais cette discussion entre les personnes concernées et les personnes savantes, ça me paraît une discussion un peu, disons, étrange, parce que si la science existe, c'est parce qu'on fait une distinction entre ceux qui sont capables de mettre à distance leur objet et donc on baptise des méthodes, c'est des savants. Alors évidemment, c'est très mal vu aujourd'hui de dire savant parce que ça veut dire qu'on est élitiste, donc
la définition de Weber à l'université comme une aristocratie spirituelle, c'est très mal vu aujourd'hui. Donc alors évidemment, on va mettre en cause les savants, et on les appelle plus savants, on les appelle les sachants. Donc je vois pas comment on peut avoir une science s'il n'y a pas des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs dans la vie, mais il se trouve que dans leur domaine, ils ont un domaine de compétences que les autres n'ont pas. Voilà. Donc si on remet en cause ce pilier-là, je vois pas trop où on peut aller. Et puisque vous avez parlé du sida, l'exemple, moi j'ai fait un livre sur le sida, je rappellerai quand même un fait que personne n'ose rappeler parce que c'est gênant, c'est que les associations de défense homosexuelle ont tout fait pour empêcher le dépistage, et c'est Laurent Fabius qui a pris cette décision contre les associations homosexuelles. Donc il y a bien donné un moment où il faut trancher, où il y a des options politiques, et il n'est pas forcément évident, pour moi pas du tout évident, que les personnes concernées sont les mieux placées, en plus pour faire de la science. Donc là je pense qu'il y a un biais, pour moi c'est un biais, comme je suis juriste évidemment, vous allez dire que c'est une réflexion d'un juriste réactionnaire, mais je suis surpris par une sorte de nouvelle éthique qui consisterait à dire on va prendre en compte la personne. Évidemment qu'on va prendre la parole des personnes concernées, mais cette parole n'est pas scientifique. Donc je vois pas comment on peut discuter de cette question sur la science. Je vois pas. Donc je voudrais bien que vous m'expliquiez. Oui, effectivement. Je pense que nous avons quelques désaccords, mais ça c'est très bien, c'est ce qui alimente la discussion et peut-être la contradiction. Alors d'abord, par rapport à Max Weber, oui, c'est clair que lorsque Max Weber s'intéresse et s'interroge sur la question de la neutralité, on est dans un contexte très particulier, qui est celui de l'université allemande à une époque qui est quand même très particulière, puisque, si je crois bien, mais là vous en savez sans doute beaucoup plus que moi, à cette époque-là, les étudiants n'avaient pas le droit de s'exprimer. Et donc la question que pose Weber à propos de la neutralité, c'est effectivement celle qui consiste à ne pas vouloir utiliser sa position de pouvoir, qui est de fait objective puisqu'il est le seul à pouvoir s'exprimer, et à ne pas glisser dans son propos des affirmations qui tiennent en fait à des choix de valeurs qui ne sont jamais explicités. Donc effectivement, il y a une contextualisation qui est extrêmement précise, et je pense que de ce point de vue-là, les nouvelles traductions de l'allemand des textes de Max Weber apportent un complément, je dirais, contextuel absolument remarquable, et il n'y a pas d'hésitation à avoir. Donc, de toute façon, ce principe-là, il est déterminé par un contexte historique, et il apparaît comme nécessité par des exigences qui relèvent du métier de prof, c'est-à-dire en fait d'une certaine éthique, de la probité, et là on retrouve encore toute une série de valeurs qui soutiennent évidemment des conduites épistémologiques ou des attitudes de connaissance. Donc voilà, je dirais que ça c'est le premier point. Alors deuxième point, pour répondre aussi à votre appréciation un petit peu, je dirais, rapide des thèses de Chaplin. Chaplin n'a absolument pas la prétention, et c'est ce qui fait toute la valeur de son texte, de généraliser le moment qu'il étudie, qui est le moment des révolutions scientifiques dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et ce qui l'intéresse, c'est comment se mettent en place les conditions que nous connaissons maintenant de l'expérimentation, c'est-à-dire à la fois de l'observation et de la qualification des faits, et de leur interprétation. Donc son propos est extrêmement modeste, mais en même temps, il a des conséquences tout à fait remarquables, parce que précisément, s'intéresser à ces conditions historiques doit nous amener d'une manière, par prudence épistémologique et par prudence éthique, à nous poser des questions sur ce que sont ces valeurs épistémologiques qu'on a un peu idéalisées et détachées du réel pour les poser comme des dogmes absolument insubmersibles. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, le travail de l'historien des sciences, le travail des sociologues des sciences, précisément nous apporte énormément. Ne serait-ce que parce que ce qu'ils étudient, et ça je pense qu'on n'a pas suffisamment mesuré ce que ça veut dire, ce sont des conduites, ce sont des comportements, ce sont des attitudes. Parce que connaître, c'est agir. Voilà. Donc je dirais, ne faisons pas le procès à Chaplin de ce qu'il n'a pas la responsabilité, puisque précisément, il a toujours pris soin de limiter la portée, en tout cas historique ou historienne, de son propos.
Alors après, sur la question de la distinction entre les savants et les concernés, je pense que c'est un débat qui va sans doute aussi traverser une partie des tables rondes qui vont constituer ces 2 journées. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que les concernés sont des savants ou des scientifiques. Les exemples que je choisissais et que j'ai évoqués tout à l'heure sont simplement des exemples empiriques et historiques qui permettent de montrer que l'articulation entre ce qu'on appelle le militantisme d'un côté et de l'autre la science, et bien cette articulation, elle est plurifactorielle et elle est elle-même très différente d'un cas historique à l'autre. Et je pense que vous m'accorderez, en tout cas on peut se mettre d'accord sur le fait que dans l'histoire du sida, et là les historiens des sciences, il y en a beaucoup, ça vient des États-Unis parce qu'ils se sont beaucoup plus rapidement que nous intéressés à ces questions, montrent que quand même les formes de mobilisation, les formes de constitution de collectifs ont joué un rôle. Il ne s'agit pas de dire que ce sont des savants et des scientifiques, il s'agit de dire que dans la dynamique des interactions qui ont caractérisé les rapports entre des associations, des structures de militantisme, des institutions, etc., eh bien, ça a permis d'infléchir ou d'orienter des dynamiques de recherche. Donc il ne s'agit pas de dire les concernés sont les savants et les savants sont des concernés. Pas du tout. Il s'agit absolument pas de méconnaître la distinction entre les deux. Il s'agit simplement de penser leur compossibilité. C'est ça le pluralisme. Je passe la parole à Monsieur Hakim. Merci beaucoup, Victor. Non, alors pas du tout pour essayer de faire un compromis entre les thèses, qui sont peut-être en partie réconciliables, mais pour revenir à ce que vient de dire Olivier Beau, en même temps, je suis tout à fait d'accord. Je prends un exemple, l'histoire de l'anarchisme en France. Qui fait l'histoire de l'anarchisme en France depuis presque un siècle et demi maintenant, et encore aujourd'hui, ce sont les anarchistes. Donc dire, parce qu'ils sont anarchistes, ils sont disqualifiés en tant qu'historiens, leur histoire n'est pas légitime, je trouve que c'est un non-sens. C'est les seuls à s'être intéressés à leur propre courant. L'histoire de l'anarchisme a été faite, et continue à être faite aujourd'hui, notamment à Genève, par les anarchistes eux-mêmes. Dire que c'est pas une histoire viable et légitime, c'est une absurdité. Donc là, on a un cas de figure différent, mais qui rejoint, en fait, ce problème du militantisme. En revanche, et c'est ce que je crois avoir compris dans une partie de ce que Olivier Beau vient de dire, il y a toute une série, dans ces conditions de possibilité d'élaboration d'un discours scientifique, on ne peut pas, je crois, dire le contraire, dire par rapport en anthropologie ou en sociologie, si je reprends les discours de mes personnes concernées pour élaborer un discours scientifique sur eux, c'est un non-sens absurde. Je suis obligé de faire un pas de côté, et c'est là exactement la condition de possibilité d'élaboration d'un discours scientifique, de ne pas réutiliser le langage, les concepts des concernés pour parler d'eux. On est bien d'accord. Alors, en anthropologie, c'est le cours de première année, j'ai envie de dire, en méthodologie, je ne peux pas faire ça. Donc il y a bien l'observateur et l'observé, et in fine, il faut, et là il y a une difficulté qui a été soulevée, qui est cette possibilité de faire converger et de faire se rencontrer ces deux conditions de possibilité, d'une part ces discours des concernés et l'élaboration d'un discours scientifique qui forcément ne peut pas être le même, parce que sinon il n'y a pas de science possible. Et je pense aussi qu'il y a une partie du problème, ou du moins la conversation qui vient d'avoir lieu, qui se situe dans ce lieu-là très précis, et qui je pense nous anime. Pardon, je finis juste en 2 secondes, pour cette question de la liberté académique, c'est la liberté d'élaborer un discours qui est divergent de celui des concernés. Et parfois, je ne suis pas du tout spécialisé ces questions-là, mais sur un certain nombre de populations et en anthropologie, qui pose un problème, c'est comment parler des populations, de l'acceptation de ce discours dans une autre forme. Ce passage à une autre forme de discours sur les concernés, en lui-même parfois engendre des problèmes politiques et un refus, on y viendra sans doute, un refus d'entendre ce que d'autres peuvent dire de soi dans un autre discours. Et ce passage de l'un à l'autre ici, je crois, est contenu dans ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Je vais passer la parole à Liliane Albenga. Oui, comme Cédric m'avait interpellé, je voulais juste déjà rappeler que quand j'avais abordé la question, c'était aussi pour dire que les concernés produisaient des théories profanes et que c'était aussi un objet d'étude. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de dire qu'on reprenait leur discours en tant que tel, ça c'est la première chose, mais c'était l'idée de prendre au sérieux le fait qu'il y avait des théorisations du monde social qui étaient aussi produites et aussi l'idée qu'en tant que chercheur, on avait à bâtir
une historicité et une mise en contexte. Et pour moi, c'est un peu différent de dire qu'on arrive en étant déjà savant, c'est-à-dire que c'est remettre sur le tapis ces théories profanes avec des outils, tout simplement. Je voudrais reprendre cette question de personnes concernées qui peuvent contester la légitimité de discours. Moi, il me semble aussi, je suis tout à fait d'accord avec l'autre sur l'idée qu'on ne parle pas de la personne concernée. Enfin, comment dire ? On parle quand même des personnes concernées mobilisées. C'est ça ce dont on est aussi en train de parler. Peut-être que tous les groupes de personnes concernées ne sont pas au même stade de reconnaissance du préjudice subi. C'est-à-dire que qu'on le voit comme une contestation de la science. Bon, quand Claude évoque la question du sida, il y a des moments de mobilisation qui peuvent être très tendus parce qu'il s'agit de faire admettre qu'il y a des points aveugles, des expertises à faire avancer sur tel ou tel point. Et moi, en tout cas, c'est ce que par rapport à la question trans, qui est une question de débat aussi dans le féminisme très brûlante, et où, à un moment donné, on se dit, il y a des tensions aussi, parce qu'on est dans un moment de reconnaissance de la question même dans le débat public qui est peu avancé. Donc peut-être que la question ne se pose pas dans l'absolu, mais aussi par rapport à la reconnaissance et ce qui fait qu'il y a des sujets qui vont être plus ou moins tendus dans ce conflit d'expertise. Ah bon, désolé. Oui, je pense qu'il y a une caractérisation aussi importante, c'est que à propos des concernés, c'est que leur discours est sans doute aussi devenu plus visible et plus audible. Donc il y a une réalité en termes de justification, d'élaboration qui participe de ce que tu appelles justement la reconnaissance, qui fait que la question de l'articulation entre ces deux types de discours se pose. Alors évidemment, si on reste confiné à une optique de l'éthique du savant, il ne s'agit pas de confondre les genres, mais il s'agit de prendre acte du fait qu'on a une réalité où, comme ça a été aussi une question qui a été beaucoup débattue dans les années 80-90 dans la sociologie à propos de la distinction entre la sociologie critique et la sociologie de la critique, c'est que les agents ordinaires ont des compétences pour réfléchir sur leurs propres pratiques ou sur leurs propres conditions. Et je pense que ce qui est peut-être le plus difficile à admettre pour le savant, qui est dans sa tour d'ivoire, c'est d'admettre qu'il y ait d'autres types de savoirs et que ces savoirs-là ont peut-être aussi des influences ou des conséquences sur la manière dont le savant en tant que tel produit sa connaissance. Voilà. Et je pense que l'exemple que je prenais du sida, l'exemple que tu évoquais à propos des trans, sont là des exemples extrêmement intéressants pour voir comment se fait la jonction ou la distinction entre militantisme et science. Certainement pas comme l'indique notre chère Nathalie Heinisch. Bon, et ben, je pense que ces débats ont été passionnants, mais hélas, il va être l'heure d'aller se restaurer et de finir cette table ronde. On peut remercier tous nos intervenants parce que vraiment, ça a été des débats très très enrichissants.